Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur adjoint de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu de la richesse de la production de l'IFRI et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Vircoulon, qui est chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI. En octobre et novembre 2024, il a rédigé 2 publications que vous pourrez lire sur le site de l'IFRI. La première portait sur le système Déby au Tchad et la seconde est intitulée « Le dilemme de la relation militaire franco-africaine, réinventer ou tourner la page ». Peu de temps après la parution de cette publication, le Tchad et le Sénégal ont annoncé leur intention de voir les soldats français quitter leur pays. Et le 31 décembre, le président de Côte d'Ivoire a évoqué un retrait coordonné et organisé des forces françaises. La présence militaire française en Afrique s'était déjà considérablement réduite avec la fin de l'opération Barkhane en 2022, puis le retrait du Niger en 2023. Cette présence va donc se limiter à terme au Gabon et surtout Djibouti. Nous allons essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de ces évolutions avec Thierry Vircoulon. Bonjour Thierry et merci d'avoir accepté de venir à ce micro. Bonjour Marc, merci beaucoup pour l'invitation. Alors pour commencer de manière très macro et en considérant le temps long, comment interprétez-vous cet enchaînement de retraits militaires ? Que cela signifie-t-il pour notre pays, la France ? Alors en effet, la présence militaire française s'inscrit dans le temps long, puisqu'elle est l'héritage en fait de la période coloniale d'abord, et puis surtout de la période post-indépendance, où beaucoup de pays d'Afrique francophone avaient signé des accords de coopération et de défense avec la France dès leur indépendance. Et donc il y avait tout un dispositif militaire français qui était installé en Afrique, qui, avec le temps, a beaucoup diminué. Des bases ont été fermées dans plusieurs pays. On pense à Madagascar, on pense à la Centrafrique, etc. Et puis, le nombre des effectifs militaires français en Afrique a lui aussi beaucoup baissé dans la durée. Il était de 20 000 en 1970 et il était plus que de 6 000 en 2022. Et donc, cette présence militaire, même si elle a été très longue, elle a quand même évolué dans le temps, et notamment en se réduisant. Et donc, c'est un peu cette évolution qui trouve son point final aujourd'hui, avec d'une part les annonces dont vous avez parlé, à la fin de 2024, qui concernent le Tchad, le Sénégal, et puis la Côte d'Ivoire également. Et qui fait qu'il n'y aura plus, une fois que les retraits seront achevés, les retraits des troupes françaises seront achevés dans ces pays, il n'y aura plus que 2 pays qui accueilleront l'armée française, c'est le Gabon et Djibouti. Et donc c'est en effet, d'une part, la fin d'une tradition expéditionnaire de l'armée française, qui, grâce à ce dispositif prépositionné, avait pu faire de 1960 jusqu'à nos jours plus d'une 50aine d'opérations extérieures en Afrique. Et c'est aussi la fin de la dimension militaire de la relation franco-africaine. Et ça, c'est très important parce que, en fait, sur les 20 dernières années, donc depuis le début de ce siècle, la dimension militaire de cette relation avait pris une place prépondérante, avec des opérations courtes, mais aussi de plus en plus d'opérations longues, dont l'opération Licorne en Côte d'Ivoire, qui a duré plus d'une décennie, et également l'opération Barkhane au Mali. Et donc on était rentré là dans des opérations qui étaient longues, des présences longues, et ceci va prendre fin, puisque avec la fin des bases, il n'y en aura plus que 2, comme je le disais cette année, c'est aussi la fin de des possibilités logistiques de mener des opérations militaires, des expéditions militaires longues en Afrique. Donc c'est vraiment une période qui se finit, une page d'histoire qui se tourne, en tout cas pour l'armée française, mais pas seulement, aussi pour la politique africaine de la France. Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire pour la politique africaine de la France et qu'est-ce que ça veut dire pour la France ? Pour le dire de manière très claire et peut-être un peu brutale, est-ce que c'est un signe de déclin ? Oui, je pense que c'est en effet un signe de déclin du statut de la France, parce que la politique africaine de la France depuis les années 60 faisait partie, j'ai tendance à dire, des 3 grands piliers
de notre politique étrangère. Celle-ci est maintenant remise en cause. Après la remise en cause du pilier numéro 2, qui était la politique arabe de la France, qui a disparu silencieusement après Jacques Chirac, j'ai tendance à le dire. Là, par contre, on voit que la politique africaine de la France est en train de disparaître. Alors, c'est ce qu'avait annoncé le président Macron dès sa première présidence, en disant qu'il n'y avait pas de politique africaine de la France. Mais là, on voit qu'il y a quand même un rejet très clair d'un certain nombre de gouvernements africains et qu'on n'est pas, comme pour la politique arabe, dans une disparition silencieuse, mais plutôt dans une disparition très bruyante et dans une contestation, en fait, très bruyante qui conduit au départ de l'armée française et à une influence politique de la France en Afrique qui est extrêmement diminuée. Est-ce qu'on peut mettre tous ces pays qui ont rejeté la présence militaire française dans le même sac ? Peut-être qu'il serait judicieux là de séquencer les événements et puis de voir les choses pays par pays. Est-ce que vous pouvez peut-être nous faire un petit tour d'horizon, s'il vous plaît ? Oui, alors les motivations de ces gouvernements pour demander le départ des troupes françaises sont variables et les modalités sont variables aussi. Il y a évidemment ceux qui ont respecté les formes, comme le président ivoirien qui a parlé d'un départ concerté et organisé avec Paris. Et il y a ceux qui ont préféré une rupture brutale, comme le président tchadien, qui a fait annoncer la rupture des accords de coopération militaire juste après la visite du ministre des Affaires étrangères français et sans lui en parler. Donc on voit qu'il y a eu des méthodes très différentes et ça dénote évidemment des intentions aussi très différentes. Et ça c'est pour les cas les plus récents, mais avant ça il y avait le Mali, le Niger, le Burkina avec ces coups d'État successifs. Oui, alors il y a aussi, je reviens d'abord sur le Tchad et la Côte d'Ivoire, il y a aussi une intention probablement électorale derrière, puisque ce sont des pays qui vont avoir des élections, ou ont eu déjà des élections législatives pour le Tchad, et clairement l'idée c'était de booster la popularité du président avant les élections législatives. Alors évidemment toute cette séquence s'est déroulée en fait très rapidement parce qu'elle a commencé en 2022, la séquence du retrait des troupes françaises, et en fait il ne faut pas oublier qu'elle a commencé par une initiative de Paris qui est la décision de quitter le Mali, d'arrêter l'opération Barkhane au Mali, etc. Et donc c'est en fait cette décision initiale qui a provoqué un effet domino dans la région sahélienne, avec après le départ du Mali, la demande de départ du Burkina Faso, du Niger, etc. Et donc la fin de la présence française sur le théâtre de combat sahélien. Et là, évidemment, c'était une configuration différente puisque on était dans une situation de guerre. Le gouvernement était dans une situation de guerre, ce qui n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire et du Tchad. Le point que vous mettez en avant sur le fait qu'il y a eu une décision de Paris de se retirer du Mali me semble important parce qu'il y a tout un débat qui sera à terme tranché par les historiens sur un mode sommes-nous décisionnaires ? Est-ce que c'est nous qui avons décidé de partir ou sommes-nous chassés ? Quel est votre point de vue ? Je crois que là, quand on regarde la chronologie des événements, nous avons décidé de partir du Mali, ce qui a déclenché cet effet domino dont je parle, et qui a déclenché l'attitude d'autres gouvernements africains qui ont décidé d'aller dans le même sens que la junte malienne en demandant le départ de la France. Donc il y a au départ une décision française qui après a enclenché comme conséquence des décisions africaines. Alors évidemment, comme je le disais, en fonction des pays, les motivations sont différentes, mais il y a quand même un fond commun qui est la critique extrêmement forte, aussi bien dans les opinions publiques que dans certains gouvernements africains contre la politique française en Afrique, et la mise en accusation de l'armée française, notamment au Sahel, et notamment par le biais de la guerre informationnelle sur les réseaux sociaux, etc., par les populations. Oui, je précise juste sur ce point que vous avez publié, coécrit en 2023, une grosse étude sur le sujet qui est disponible sur le site de l'IFRI avec 2 collègues dont Alain Antil, et qui était une étude particulièrement intéressante parce qu'elle mélangeait
du travail de terrain très classique en sciences sociales, mais également une analyse des réseaux sociaux, et vous y étiez fait aider par une start-up française à l'époque. Donc je renvoie les auditeurs à cette étude. Et donc, il y a, même s'il y a des motivations différentes, il y a quand même ce fond commun qui est un grand ressentiment contre la politique africaine de la France, dont les bases militaires constituent évidemment le symbole le plus visible. Et donc, c'est pour ça qu'on voit cette cascade de demandes de départ des pays africains, cascade qui n'est peut-être pas terminée d'ailleurs. Alors, j'aimerais qu'on insiste un instant sur le Tchad, parce qu'en plus, vous avez publié cette note que j'évoquais avant sur le système Déby, et le Tchad était souvent vu à la fois comme un pilier véritable de la présence française sur place, mais c'était aussi un cas problématique parce que la France avait ce discours sur la démocratie, sur les droits de l'homme, et il y avait évidemment un sentiment de double standard qui apparaissait par rapport au Tchad qui n'était pas et qui n'est toujours pas un modèle de démocratie. En quelque sorte, le fait qu'aujourd'hui il y ait cette rupture, ça permet une clarification et la fin de ce double standard, mais j'imagine que ce n'est quand même pas très satisfaisant pour Paris. Oui, il y avait cette contradiction très forte dans la position de Paris vis-à-vis du Tchad, où il y avait un soutien militaire de longue durée, depuis les années 60 au régime en place, et une protection militaire des régimes en place face à des menaces régionales. Et puis, en même temps, ce régime est toujours une dictature militaro-clanique. Donc cette contradiction était particulièrement évidente et elle était très utilisée dans les opinions publiques africaines pour en effet dénoncer la politique africaine de la France. Donc maintenant, en effet, ça clarifie les choses, si je puis dire. Et il y a en effet, avec la fermeture de ces bases, une démilitarisation de la relation franco-africaine. Et comme je le disais au début, malheureusement, depuis le début de ce siècle, la dimension militaire de la relation franco-africaine avait pris le pas sur les autres et était devenue prédominante. Maintenant, ça ne sera plus le cas. On va même tomber dans la situation inverse. Et la démilitarisation de notre relation avec l'Afrique est perçue par beaucoup, notamment à Paris, comme étant la condition un peu sine qua non pour refonder une relation franco-africaine qui soit en effet moins basée sur des considérations sécuritaires et plus sur des considérations soit économiques, soit culturelles. Oui, c'est là qu'il faut rentrer dans le détail des pays, et c'est vrai que la rupture militaire qu'on a observée ces dernières années est accompagnée dans certains cas d'une vraie rupture politique aussi. Je pense en particulier au rapport avec les juntes, avec le Mali, le Burkina, le Niger, alors qu'on peut imaginer qu'avec le Sénégal, ça se passera différemment, par exemple, ou avec la Côte d'Ivoire, a fortiori. Vous regardez le plafond, ce qui me fait dire que vous n'êtes peut-être pas tout à fait d'accord et que vous avez envie de commenter ce point-là. Donc je vous laisse réagir. Alors, en effet, la rupture politique il y a eu une crise, d'ailleurs, diplomatique avec la junte au Burkina Faso et au Mali et au Niger. Mais en ce qui concerne le Sénégal, c'est une situation très différente parce que là est arrivé au pouvoir le PASTEF, qui est un parti panafricaniste. Il est arrivé au pouvoir par les urnes, donc il est tout à fait légitime. Et c'est un parti qui a dénoncé la politique française également. Et donc là, on a une situation particulière, mais qui renvoie à ce qu'on appelle l'exceptionnalisme sénégalais, c'est-à-dire que c'est un pays où la démocratie est vraiment enracinée. Et donc là, on a non pas une junte, mais un gouvernement élu qui est très anti-politique française en Afrique. Et qu'il avait déjà mis dans son programme politique, donc il n'y a pas de surprise de ce point de vue-là. Donc c'est pas simplement une question de contradiction entre les régimes politiques, mais c'est aussi une question d'agenda politique. Et on se demande d'ailleurs si... parce que le PASTEF est le premier parti panafricain qui arrive au pouvoir en Afrique de l'Ouest, et on se demande si ce n'est pas le début d'une série, en fait, puisque le panafricanisme est devenu maintenant un peu la pensée politique dominante de la région. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur le cas spécifique du Mali, du Burkina et du Niger, en particulier pour voir ce qui s'est passé depuis
les retraits militaires français depuis la fin de l'opération Barkhane. Est-ce que vous pourriez nous faire un point, s'il vous plaît, sur les dynamiques de violence en cours dans cette région ? Clairement, depuis le retrait de la fin de l'opération Barkhane, il y a une extension géographique de la conflictualité, avec des groupes armés qui ont pris de plus en plus d'espace, qui sont arrivés maintenant jusqu'aux frontières sud de ces pays, et également des actes qui montrent qu'ils sont particulièrement puissants, comme en 2024 l'attaque directe sur Bamako, par les djihadistes, et également une situation sécuritaire qui était très tendue au Burkina Faso, qui s'est améliorée récemment, mais où, grosso modo, plusieurs villes du Burkina Faso étaient coupées par les groupes armés et n'étaient plus... le gouvernement avait du mal à reprendre le contrôle des routes. Donc il y a un approfondissement de la dynamique de conflit. On est maintenant à 2,5 millions de déplacés sur le Mali et le Burkina Faso pris ensemble, avec des débuts de flux de réfugiés de ces pays vers les États côtiers du Sud. Et donc on voit bien que la dynamique de conflit s'approfondit. Et devient de plus en plus sérieuse avec, on a vu aussi en 2024 que le tandem sécuritaire armée malienne et Wagner a pu reprendre des positions dans le nord du pays, mais a aussi connu une défaite importante avec environ 80 paramilitaires de Wagner qui ont été tués lors des combats avec les djihadistes. Justement, j'aimerais vous interroger sur ces acteurs étrangers qui sont arrivés dans le sillage du départ des Français. Alors, vous avez cité Wagner, il y a eu l'Africa Corps ensuite, et puis il y a ce cas un peu plus étonnant du petit contingent hongrois qui a été annoncé au Tchad. Est-ce que vous pourriez évaluer ces acteurs-là ? Faut-il les prendre au sérieux ? Que sont-ils capables de faire ? Contribuent-ils ou pas à stabiliser ? Alors on vient d'en parler pour le Mali, visiblement non. Mais dans le fond, est-ce que ça pourrait changer ? Bref, quelle est votre évaluation ? D'une part, ça montre leur arrivée dès que l'armée française est partie de ces pays, ça a été très rapide, montre deux choses. D'une part, que les juntes en question ne sont pas capables d'assurer la sécurité seules, donc elles ont encore besoin de pourvoyeurs de sécurité, et de pourvoyeurs de sécurité qui fournissent, à la fois qui les sécurisent, elles, en tant que régime politique, mais qui en même temps fournissent des combattants, de la force combattante. Et on l'a bien vu avec Wagner qui a perdu des hommes au combat. Et puis l'autre évidence, évidemment, c'est qu'il s'agit d'un basculement géostratégique du Sahel qui passe du camp occidental au camp russe, si je puis dire, mais pas seulement russe. Parce que il faut aussi rappeler qu'il n'y a pas que l'armée française qui a été mise en demeure de partir du Sahel, mais également l'armée américaine qui a dû abandonner sa base d'Agadez, qui était près d'Agadez au Niger. Donc c'est un vrai basculement géostratégique d'un camp à un autre, si je puis dire. Et pour le moment, les remplaçants, en quelque sorte, alors qu'ils sont russes en effet, surtout au Mali, un petit peu, ils sont présents également au Burkina Faso, mais dans des volumes bien moindres. Quel volume justement ? On n'a pas de chiffres très clairs, mais on estime qu'au Mali, ils sont 2000. Et au Burkina Faso, ça semble être des effectifs de quelques centaines. Et puis au Niger aussi, qui n'accueille pas de paramilitaires russes, mais qui accueille des mercenaires syriens qui ont été envoyés là-bas via la Turquie, par l'intermédiaire de la Turquie. Donc pour le moment, comme je le disais tout à l'heure, ils n'ont pas réussi à enrayer la dynamique de conflictualité, au contraire, celle-ci s'approfondit. Donc ils réussissent à sécuriser les régimes, mais ils ne réussissent pas à gagner la guerre. Donc c'est plus une sorte de garde prétorienne qu'une force contre-terroriste, on peut dire ça comme ça ? Alors, au Burkina Faso, c'est tout à fait ça. Par contre, ça l'est moins au Mali où, comme je le disais, le Wagner fournit une force combattante.
Mais au Burkina Faso, en effet, la mission première semble être de sécuriser le régime en place qui déclare avoir fait face à plusieurs tentatives de déstabilisation depuis 2023. Et ça a un coût pour ces régimes. On a parlé notamment de ressources minières qui pourraient être saisies par les Russes. Qu'en est-il ? Oui, parce que finalement, ce sont ces trois pays, Mali, Burkina Faso et Niger, sont des PMA. Ils font partie des pays les plus pauvres du monde, donc ils n'ont pas beaucoup de moyens financiers. Et la principale ressource qu'ils ont à offrir, ce sont des mines d'or au Mali et au Burkina Faso, et des mines plutôt d'uranium au Niger. Alors, il y a eu des tentatives de Moscou de négocier des concessions, et ils en ont obtenu. Au Mali, par contre, on a eu des preuves que le paiement de la présence russe se faisait directement à partir du budget malien. Mais il y a eu des discussions pour essayer d'obtenir des concessions minières qui, pour le moment, n'ont pas abouti. Et en ce qui concerne le Niger, il y a eu récemment la visite d'une délégation de Rosatom au Niger, puisque le Niger a décidé d'exproprier Orano, qui a les intérêts miniers français au nord du Niger. Et donc, il y a de fortes suspicions, alors ce n'est pas encore signé, mais en tout cas que Rosatom soit le successeur d'Orano au Niger. On se souvient de Arlit et de l'enlèvement de ressortissants français sur place. J'arrive plus à le dater exactement, mais enfin, il y a 10-15 ans à peu près. Oui, tout à fait. Ça avait été une grande affaire d'enlèvement au Sahel. Malgré cela, donc, Orano avait continué d'opérer ces mines dans le nord du Niger, jusqu'à ce que la junte prenne le pouvoir en 2023 et qu'elle commence à mettre des bâtons dans les roues, si je puis dire, à Orano, et qu'elle finisse par rompre l'accord avec Orano et prendre le contrôle de ses actifs miniers. Revenons-en à la France et peut-être éloignons-nous de la problématique militaire. Est-ce que vous voyez émerger une nouvelle géographie de la présence française en Afrique à moyen terme ? Je pense notamment à une annonce qui a été faite au dernier trimestre de 2024, qui est que le prochain sommet Afrique-France devrait avoir lieu au Kenya en 2026. Donc on voit qu'on sort de l'ère francophone traditionnelle. Oui, alors on en sort parce que c'est un peu toujours le même réflexe des gouvernements français, c'est-à-dire que quand ça va mal en Afrique francophone, on commence à s'intéresser à l'Afrique anglophone. On a connu ça il y a déjà, même dans les années 90, il y avait cette idée qu'il fallait sortir du précaré et aller vers l'Afrique anglophone. À cette époque, comme l'Afrique du Sud venait de sortir de l'apartheid, il y avait une grosse attention sur l'Afrique du Sud, etc. Là, on voit que maintenant, l'attention se porte plus sur le Nigeria, le Kenya, etc. Mais le problème reste le même, c'est-à-dire que ce sont des pays qu'on connaît mal, avec lesquels nous n'avons pas évidemment l'histoire qu'on avait avec, ni la culture commune qu'on avait avec l'Afrique de l'Ouest, et donc et où il y a déjà beaucoup d'autres acteurs qui sont implantés, donc où la concurrence est plus vive. Et donc c'est plus compliqué. Le fait que le prochain sommet Afrique-France soit annoncé au Kenya, évidemment, c'est la délocalisation pour montrer qu'on est maintenant dans une autre logique politique. Mais je ne suis pas sûr que ça soit suffisant pour les gouvernements africains, dont un certain nombre, et évidemment les panafricanistes en premier, sont très critiques à l'égard de ces sommets. Et par exemple, je doute que cette fois-ci, le président sénégalais y participe. Le Sénégal a joué un rôle très important dans les relations franco-africaines, historiquement parlant, évidemment avec Léopold Senghor, mais aussi ceux qui lui ont succédé. Et donc les présidents sénégalais ont toujours été présents au premier plan de ces sommets. Mais là, ça m'étonnerait beaucoup qu'ils fassent le déplacement, même si c'est en Afrique. Vous avez parlé de l'Afrique anglophone, mais on parle aussi de plus en plus de l'Afrique lusophone.
Oui, alors bon, l'Afrique lusophone, elle n'est pas très grande non plus. Même si c'est plus que 2 pays, en fait, c'est surtout l'Angola et le Mozambique qui sont les 2 grands pays de l'Afrique lusophone par rapport aux autres. Ce sont des pays qui sont des pourvoyeurs surtout de ressources naturelles, c'est des économies essentiellement extractives, où il y a des intérêts français qui sont importants, mais qui sont très concentrés dans le secteur des hydrocarbures, en fait, qui sont surtout dans le secteur des hydrocarbures. Pour essayer de synthétiser là ce que vous venez de dire, on a l'impression quand même que ce n'est ni l'Afrique anglophone ni l'Afrique lusophone qui peuvent véritablement redorer le blason de la France sur le continent. Est-ce que c'est un peu trop caricatural de dire ça ? Non, c'est tout à fait ça, d'autant plus qu'il ne faut pas croire que parce qu'il y a 3 cultures différentes, c'est 3 Afriques qui sont segmentées. Et que les sentiments ou les visions qu'il y a en Afrique francophone ne sont pas non plus partagées en Afrique anglophone et en Afrique lusophone. En Afrique lusophone, un peu moins, mais en Afrique anglophone, il y a aussi des tendances panafricanistes qu'il ne faut pas ignorer. Il ne faut pas d'ailleurs oublier que le panafricanisme est une pensée politique qui a été inventée aux États-Unis, pas en Afrique, et qui est donc venue d'abord par le monde d'Afrique anglophone. Donc voilà, il n'y a pas de cloisonnement politique entre ces Afriques, et la critique à l'égard de la politique étrangère française n'est pas limitée à l'Afrique francophone, elle est aussi par exemple très présente en Afrique du Sud, historiquement d'ailleurs, à travers par le fait que l'ANC est un parti qui était un mouvement de libération et qui était lié à Moscou, à la Chine, à l'époque de la guerre froide, etc. Oui, puisque vous nous décrivez, c'est vraiment une tendance de long terme, c'est-à-dire qu'on ne fait pas référence à la politique d'un gouvernement en particulier, même si récemment on enregistre cette conversation le 14 janvier, et récemment il y a eu des propos d'Emmanuel Macron qui ont une nouvelle fois irrité un certain nombre de dirigeants africains, mais aussi les populations. Mais on a affaire à une tendance beaucoup plus profonde et plus longue. Oui, tout à fait. La fermeture des bases militaires françaises, c'est un peu la conclusion visible de cette longue évolution qui, à mon sens, a au moins 30 ans. Qui a commencé par des critiques assez feutrées de la politique française, qui étaient feutrées, c'est-à-dire qu'elles étaient limitées à une certaine élite africaine, et qui progressivement se sont généralisées dans la population, etc. Avec un certain nombre de crises aussi, je pense la Libye, la Côte d'Ivoire, etc. Mais c'est quand même une évolution de long terme, et je rappellerai quand même qu'en 2005, il y a un livre qui a été publié en France qui s'appelait « Comment la France a perdu l'Afrique » par Stephen Smith et Antoine Glaser. Donc ce livre a été écrit en 2005. Et là, ce qu'on vit actuellement, c'est grosso modo la manifestation visible de cette évolution de longue durée que Paris n'a pas voulu voir, a ignoré, enfin que les cercles dirigeants à Paris ont ignoré pendant 20 ans, et qui a fini par les rattraper cruellement. Stephen Smith a écrit par la suite un autre ouvrage sur les questions migratoires et qui tend à montrer que même si certains régimes veulent se couper politiquement de la France et de l'Europe plus largement, en réalité, il y a aussi des tendances de fond et notamment des tendances migratoires qui font qu'on ne peut pas couper. Oui, alors, bon, sur cette question migratoire, d'une part, il faut quand même rappeler que l'essentiel des flux migratoires d'Africains ne vont pas vers l'Europe, mais vers l'Afrique. Et que quand on regarde les grands volumes, c'est seulement une minorité de gens qui vont vers le nord, la plupart vont vers le sud. Mais en effet, il y a des communautés africaines qui sont installées en France, qui sont parfois françaises, enfin, c'est le phénomène des secondes générations, etc. Et donc, en effet, il y a ces liens de population qui, comme avec le monde arabe, comme avec le Maghreb, si je puis dire, et en effet, qui doivent être gérés au mieux. Et on est en effet actuellement dans un contexte qui est assez délicat. On le voit par exemple
quand on regarde les relations entre l'Algérie et la France, parce qu'il y a toujours cette question de gestion des populations aussi qui se pose. Pour terminer, puisque nous sommes encore au tout début de l'année, en janvier, y a-t-il un ou deux événements ayant lieu en 2025 sur le continent africain, ou peut-être une tendance ou des signaux faibles sur lesquels vous souhaiteriez attirer l'attention ? En d'autres termes, à quoi faudra-t-il prêter attention dans les 12 prochains mois sur le continent africain ? Oui, je crois qu'il faut, pour continuer sur les bases militaires françaises, il faut être particulièrement attentif aux deux dernières bases qui restent, c'est-à-dire au Gabon et à Djibouti. Je serais assez surpris que le président, le putschiste qui est président au Gabon ne remette pas en cause la base à Libreville, parce qu'il a aussi une échéance électorale au milieu de cette année et qu'il entend être élu. Et je pense qu'il faut aussi se méfier à Djibouti, parce que ça ferait, si cette base fermait, ça ferait de Djibouti la dernière base française en Afrique, et ça peut conduire les autorités djiboutiennes à réfléchir leur position. Je crois aussi qu'il faut faire très attention aux tensions frontalières en Afrique de l'Ouest, parce qu'on a vu, on parlait tout à l'heure de l'approfondissement de la dynamique de conflictualité au Sahel, mais on voit que les incidents de frontières entre Bénin et Côte d'Ivoire, par exemple, pas Bénin, Burkina Faso et Côte d'Ivoire se multiplient, entre Mauritanie et Mali également. Donc on voit que cette insécurité sahélienne est en train de déborder sur les autres pays voisins, et ça peut générer des tensions interétatiques. Et puis il y a deux champs de bataille qui sont très évolutifs actuellement en Afrique, et donc il va probablement se passer des choses en 2025, des développements importants sur ces champs de bataille. Premièrement, c'est la Grande Guerre du Soudan. J'appelle la Grande Guerre du Soudan parce que c'est une guerre civile qui fait actuellement plus de 2 millions de réfugiés et plus de 10 millions de personnes déplacées, donc c'est énorme. Et le Soudan est un des plus grands pays d'Afrique. Donc cette guerre qui a débuté en 2023 s'est régionalisée en grande partie, et donc il va y avoir des développements importants sur ce champ de bataille en 2025. Et puis l'autre conflit, champ de bataille aussi qui est évolutif, c'est à l'est de la RDC, avec la rébellion du M23, et un risque d'escalade entre le Rwanda et la RDC dans cette zone qui a déjà commencé au début de cette année avec une reprise des combats. Thierry Vircoulon, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Chers auditeurs, je vous recommande vivement de lire les publications de mon invité sur le site internet de l'IFRI. Par ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner au Monde selon l'IFRI sur votre plateforme préférée et à suivre l'Institut français des relations internationales sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup.